Bonjour et bienvenue tout le monde. Merci de vous joindre au Symposium canadien de l'archivage Web 2022, commandité par l'Association des bibliothèques de recherche du Canada. Je suis Julie Morin. Je vais partager quelques commentaires d'ouverture au nom de Mme Suzanne Haig, qui ne peut pas être ici à cause de raisons familiales. Nous offrons de l'interprétation simultanée en anglais et en français. Vous y aurez accès en utilisant l'icône dans la partie inférieure de votre fenêtre Zoom. Disponible pour cette session et est accessible via l'icône d'interprétation dans le coin inférieur droit de votre écran. I'd like to start by taking a moment to acknowledge that today's speakers and attendees are joining us. J'aimerais prendre le temps de reconnaître que les participants à la rencontre proviennent de différents territoires traditionnels autochtones non cédés. Je me situe à Ottawa, où je travaille et je vis sur un territoire traditionnel Anishinaabe non cédé. J'aimerais partager quelques instructions d'intendance pour la rencontre. Les participants seront en sourdine à leur arrivée. Vous pouvez poser vos questions par la fonction Q&R au bas de votre écran. Nous engageons à offrir une expérience sécuritaire et engageante selon le code de conduite dont le lien apparaît dans le fil de discussion. Il y aura un enregistrement et des sous-titres. J'aimerais remercier tous les organisateurs de l'événement et j'aimerais remercier notre modératrice de la séance, Dana. Bonjour tout le monde. Il me fait plaisir de participer aujourd'hui. J'ai le privilège de participer du village près de Ladysmith sur l'île de Vancouver. Nous allons entendre Brewster Kahle, qui est un bibliothécaire universitaire, ingénieur informatique, qui lutte pour l'accès à tout le savoir. Il a fondé le Canadian Archive en 1996, qui est devenu une bibliothèque numérique qui inclut des millions de livres, de films, des séries télévisées, des fichiers audio, des images et 640 milliards de pages d'Internet dans la machine Wayback. M. Kahle a obtenu un doctorat honorifique de l'Université d'Alberta en 2010. Il a été intronisé dans le temple de la renommée de l'Internet 2 ans après. Bien qu'il vit aux États-Unis, il joue un rôle important dans la communauté des bibliothèques et des archives au Canada par Internet Archive Canada. Nous avons l'honneur de vous accueillir aujourd'hui. Tous les participants ont bien hâte d'entendre vos idées alors que nous pensons à notre milieu et l'avenir de notre secteur. Nous avons quelques questions pour guider notre discussion. Je sais que de ce secteur, il y aura une bonne participation. Je m'attends à avoir des questions en cours de route de la part des participants. Je peux poser une première question pour entamer la discussion. Oui, merci beaucoup de l'invitation. Je me sens honoré d'être ici et j'aimerais comprendre ce que vous vous attendez de moi. J'aimerais connaître l'orientation. Qu'est-ce que Internet Archive Canada peut faire ou Internet Archive en général? C'est un bon moment pour planifier la suite des choses. Et j'aimerais savoir comment puis-je vous aider. Merci beaucoup pour cette mise en contexte. Alors que vous songez à cette invitation, j'ai une question pour Brewster et nous pourrons nous en servir pour guider nos échanges. Voici une question générale. Internet Archive a été fondé en 1996. Ça fait un certain temps. Lorsqu'il est question d'archivage, je ne sais pas à quel point vous étiez capable d'anticiper la situation actuelle. Où pensez-vous que nous serions maintenant en 2020? Il y a plusieurs surprises. L'archivage web n'est pas comme un ordinateur qui
scrutent le web. C'est plutôt une pratique communautaire. Il y a maintenant 900 organisations qui prennent part dans les débats sur ce qui doit être archivé. Sans ces perspectives, je crois que les collections ne pourraient pas être d'aussi bonne qualité que ce qu'elles sont et ce qu'elles devraient être. Le programme des communautés web qui compte maintenant 50 organisations. Il y a non seulement les universités, des organisations d'histoire et des Premières Nations qui expliquent les sites web qui devraient être archivés. Ce n'est pas décidé par des robots. Il y a aussi des bibliothécaires assez pointilleux qui vont renoter la qualité des vidéos. Nous devons donc ajuster nos pratiques. Les activités de collecte sont maintenant rendues une fonction communautaire. Il y a aussi un effort pour recueillir les sites d'information en Ukraine, puisqu'il pourrait y avoir un changement dans cette région. Ensuite aussi, la toile a tout absorbé. Ces vidéos, des livres numériques, des revues, et ainsi de suite. Il y a maintenant des chocs intéressants. Nous souhaitons faire fonctionner une structure hyper technologique. Or, ça ne fonctionne pas si facilement avec des services payants. Il y a aussi tout le domaine des applis. Il y a des services qui se détachent maintenant du web entièrement. Voilà un défi que nous allons devoir surmonter. Je m'attendais à une plus grande utilisation des collections. Nous n'avons pas bien réussi. Nous avons la machine Wayback. Nous avons des archives qui peuvent être scrutées. Mais qu'en est-il de la réutilisation? Et comment pouvons-nous créer des catalogues de collections? Comment mieux exploiter les données? Comment mieux moissonner les données aussi? Je ne sais pas exactement comment le faire. Je pensais que nous serions bien plus avancés que nous sommes maintenant. Je pensais que ces ensembles de données seraient facilement disponibles et sur lesquels nous pourrions créer des structures verticales. L'une des raisons qui explique cette lacune, c'est peut-être le manque d'intégration dans des débats économiques et en sciences humaines. Je crois que ces collections ne sont pas simples à utiliser. Nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions à cet enjeu. Vos premiers commentaires me donnent beaucoup de matière à réflexion. Je vois qu'il y a des questions qui ont été soumises. Maintenant, pour décortiquer un peu l'enjeu, pouvez-vous nous préciser la valeur des communautés dans le travail? Pouvez-vous expliquer l'importance de ce travail? Est-ce que c'était surprenant? Est-ce que vous avez anticipé que la communauté serait si importante pour faire le travail ou pensiez-vous que c'était essentiellement des activités techniques? Je pensais que c'est un peu comme le fonctionnement des moteurs de recherche. Mais les choses ne se sont pas déroulées ainsi. Il ne fallait pas seulement scruter le web, mais aussi trouver une façon de téléverser les vidéos, l'audio et autres médias. La télévision est un média très influent, mais qui n'est pas assez recueilli, mais qui s'inscrit dans notre imaginaire intellectuel.
pour penser de façon critique, il faut être en mesure de citer, de comparer et d'établir des contrastes. Mais si vous ne pouvez pas citer, si c'est quelque chose qui ne peut pas être saisi, vous n'allez pas pouvoir le saisir et le présenter de façon différente. Je pense que l'information nous passe devant les yeux comme des fils. Comment avons-nous passé des pages à des fils? Les pages, c'est un peu comme Gutenberg, alors que les fils d'actualité, les fils de discussion sont un peu comme des traces qui s'effacent. Nous avons une circulation d'informations comme un flux. Même les fils de nouvelles, il faut être en mesure de mettre les choses en contraste. Je m'inquiète aussi des services payants. Les éditeurs doivent gagner leur vie, mais il y a des nouvelles conditions d'utilisation très étranges. Nous avons des défis dans le milieu des bibliothèques et des archives qui nous frappent de plein fouet en ce moment et qui continueront de nous poser des défis. Il y a une centaine de personnes qui vous écoutent parler de ces enjeux avec les services payants, des plateformes exclusives, des applis et des murs de protection d'information. Il est de plus en plus difficile d'avoir accès à ces contenus. Je crois que vos propos résonnent chez les différents praticiens. Nous aimerions savoir si vous pouvez nous expliquer vos travaux actuels. Pouvez-vous nous parler des projets à The Internet Archive? Pouvez-vous nous parler de vos projets qui tireront profit de la participation communautaire pour surmonter ces grandes difficultés partagées? Oui, absolument. J'adore le projet qui s'appelle Turn All the References Blue, de transformer toutes les références en bleu. Si vous prenez Wikipédia, Wikipédia, c'est fantastique. C'est une des choses merveilleuses de l'Internet. Cependant, vous aimeriez aller plus en détail. Vous voulez savoir si les références sont bien faites. Est-ce que nous pouvons regarder les références en bas de page et les rendre cliquables et les transformer en bleu? Nous avions un grand projet il y a 5 ans. Nous avons travaillé avec le milieu de Wikipédia pour réparer les liens brisés. Nous les avions archivés de façon prévoyante. Nous avons réparé 10 millions de liens brisés. C'était un bon départ, mais il fallait poursuivre cet effort. Qu'en est-il des liens de livres? Est-ce que c'est possible de cliquer un lien, d'arriver à la bonne page? Est-ce que c'est possible d'aller encore plus loin, plus en précision? Est-ce qu'on peut le faire avec la documentation dans les revues? Est-ce qu'on peut rendre les meilleurs documents disponibles aux contributeurs de Wikipédia pour qu'ils puissent intégrer ce contenu dans leurs prochains articles? Juste dans le cas de Wikipédia, mais c'est vrai aussi ailleurs, vous apprenez à partir des choses auxquelles vous avez accès. Vous avez accès à des choses à partir de Google. Donc, si ce n'est pas disponible par Google, ce ne sera pas utilisé. Wikipédia a un biais que les références vers les choses cliquables sont plus importantes. Donc, parfois, les choses qui ont plus de liens cliquables viennent de sites payants, des sites de propagande, et ainsi de suite. Et parfois, les meilleurs contenus sont protégés par des services payants. Pouvons-nous faire en sorte que toutes les notes en bas de page puissent être cliquées avec des liens? Si nous commençons à aller vers des prêts entre bibliothèques, The Internet Archive et The Internet Archive Canada travaillent de plus en plus
sur un modèle de prêt en bibliothèque. Nous voulons que ça fonctionne bien avec les projets de prêt et les projets d'archives. Nous avons maintenant dans la longue traîne 12 millions d'articles dans Google Scholar pour améliorer ce service. Est-ce que c'est possible de faire en sorte que la documentation de recherche sur le web soit collectée, préservée et que cette documentation de recherche soit disponible par des prêts entre bibliothèques et pouvons-nous numériser le reste des microfiches, des documents imprimés et d'offrir ça par des prêts entre bibliothèques et contrôler le prêt numérique. La numérisation de ces formats se porte bien. L'Université d'Alberta a fait des grands dons de microfiches. Donc, nous allons commencer à numériser ces microfiches lorsque nous allons avoir terminé de numériser les périodiques et nous voulons offrir plus de services aux chercheurs. Nous voulons que les personnes puissent facilement moissonner de données avec nos ordinateurs ou se défaire des collections et que vous allez pouvoir utiliser vos propres grappes informatiques pour utiliser cette documentation. Comment pouvons-nous faire sans nous faire taper sur les doigts d'un point de vue de politique? Nous travaillons très fort sur ces projets en 2022. Merci beaucoup. J'aimerais reprendre sur votre dernier point. Vous avez fait allusion à la difficulté d'avoir accès aux choses que nous avons travaillé très fort à préserver. Nous voulons peut-être augmenter la réutilisation parmi les chercheurs. Pouvez-vous nous expliquer un peu vos efforts? Pouvez-vous nous parler quelle frustration vous avez dans vos travaux? Nous avons créé des API pour pouvoir télécharger des choses plus efficacement et téléverser des choses plus facilement à The Internet Archive. Nos API fonctionnent bien, mais la quantité de documentation est effarante. Nous avons besoin d'intergiciels. Il y a un groupe GDEL géré par un type qui s'appelle Kelev, qui a pris toutes les transcriptions télévisuelles et a créé une interface de recherche afin de pouvoir comparer les différents postes de télévision par câble pour voir qui parle de quoi. Cette fonction est très importante pour les journalistes, mais sans l'intergiciel, les journalistes ne savaient pas ce qu'ils pouvaient faire avec nos collections. Nous avons des vastes collections. Il faut ces interfaces de recherche pour rendre le contenu plus utilisé. Mais pour l'instant, ce sont les informaticiens ou des experts en humanité numérique. Cependant, nous voulons travailler ensemble. L'Université de Toronto aimerait agir comme pôle technologique pour nous les aider pour qu'ils puissent continuer leurs efforts. Il y a aussi l'Université de Waterloo. Nous voulons savoir où nous faut aller pour peaufiner les choses et de ne pas avoir à commencer de zéro avec une montagne de données. Il faut aussi clarifier les structures de soutien. Nous sommes dans la recherche de solutions. Certaines personnes ont réussi dans leurs efforts, mais j'espère qu'il y en aura plus. Plus que seulement avoir un aperçu des collections. Nous aimerions avoir un affichage plus général. Mon ami Jesse Arcebel a dit l'humanité a beaucoup avancé avec le microscope pour comprendre notre monde. Mais ce qu'il nous faut maintenant, c'est un macroscope. Est-ce que c'est possible de prendre un peu de recul et avoir une image d'ensemble? C'est nécessaire parce que on devient confus avec de l'information en grande quantité, que ce soit l'information sur la COVID-19. L'Internet semble bourré de désinformation. Certains scientifiques vont dire, bon, certains articles sont anormaux, mais c'est difficile de savoir en créant des groupes Facebook. Est-ce que nous pouvons créer un peu de contexte entourant l'information
Cela nécessite un travail de bibliothécaire, un rôle traditionnel des bibliothécaires pour aider les personnes à comprendre la nature de l'information. Maintenant, toutes les choses sont décontextualisées sur l'Internet alors qu'elles circulent abondamment. Je pense au contexte de ces initiatives. Je suis surprise de voir que de nombreux de vos projets se font en partenariat avec des établissements canadiens. Est-ce une coïncidence? Il y a l'engagement de Internet Archive Canada et de prendre une orientation plus générale. Je pense que d'autres participants souhaiteraient savoir qu'est-ce qui vous attire au Canada? Quelles sont les opportunités qui rendent le Canada particulièrement intéressant pour l'Internet Archive? L'Internet Archive et les établissements canadiens ont évolué en parallèle. L'Internet Archive Canada a été fondé il y a 15 ans selon le leadership de Carol Moore à l'Université de Toronto. Lorsque celle-ci a fermé, avant sa retraite, elle voulait numériser toutes les œuvres de domaine public à l'Université de Toronto, ce qu'elle a réussi à faire. Ça l'a pris toutes sortes d'efforts, mais ça prend surtout de la détermination. Il faut aussi avoir une bonne méfiance envers les établissements états-uniens. S'assurer que les choses sont créées au Canada, par le Canada, et ne pas trop dépendre des établissements. Nos établissements universitaires dépendent de bases de données ici et là qui sont conçues ailleurs. Est-ce que c'est possible de créer des mécanismes au Canada pour le Canada? L'Internet Archive Canada a 15 ans. Andrea Mills aussi, qui est directrice générale. Hey, j'ai eu la chance de pouvoir me rendre au Canada il y a un an. C'était difficile. J'aimerais remercier l'Université de la Colombie-Britannique qui m'a aidé. J'ai pu passer 6 mois là. Il y a maintenant un siège social de l'Internet Archive Canada à Vancouver. Le bal de lancement se fera durant la rencontre des archivistes au mois de juin. Venez en grand nombre. Il y a aussi un centre de données dans le nord de la Colombie-Britannique afin que la documentation canadienne puisse rester au Canada, mais qu'il soit aussi possible de créer des exemplaires de documents d'ailleurs au monde et de les conserver au Canada. L'Université de Victoria aussi va avoir un serveur rempli de données textuelles. J'espère que cet engagement sur le plan local permettra d'avoir des meilleures vitesses, d'avoir plus d'informations, d'utiliser ce serveur pour le reste du monde. C'est un peu comme une alternative au service web Amazon afin de pouvoir profiter de coordination et de centralisation, mais sans que ce soit la propriété d'une entreprise privée. Il serait important d'avoir des serveurs de données canadiens qui sont utilisés à bon escient. Voici une opportunité à laquelle il faut bien réfléchir, c'est-à-dire numériser tout. Tirons profit de cette opportunité pour numériser tout au complet. Au lieu de seulement penser à nos bibliothèques comme des lieux préférés, mais que nous soyons plus que des services d'aide pour la part des éditeurs privés. La propriété numérique est très importante. Vous devez en faire la promotion et la défendre, surtout dans les discussions politiques qui auront lieu à Ottawa. Il faudrait numériser tout, l'ajouter au web. Je sais que c'est une conférence sur l'archivage web, mais le web est devenu un peu tout.
Il faut faire en sorte que le web a des bonnes choses. Il y a l'organisation qui s'appelle NextGenU. C'est une université ouverte gérée par certaines personnes de l'Université de la Colombie-Britannique et de l'Université Simon Fraser. C'est une université gratuite avec des cours gratuits. Est-ce que Internet Archive Canada ou Internet Archive peut devenir la bibliothèque universitaire pour une université libre, ouverte et gratuite? Est-ce que nous pouvons tout offrir dans une bibliothèque numérique avec des prêts entre bibliothèques? L'Internet Archive Canada n'a pas besoin d'avoir tout, mais d'être assez utile pour toutes les autres bibliothèques. Si quelqu'un aimerait emprunter un document de l'Internet Archive Canada, on pourrait utiliser le prêt en bibliothèque pour assurer l'accès. Il y a une longue liste de choses qui se font au Canada, mais si nous réussissons, l'Internet Archive Canada va être connu et aimé par vos organisations et sera défendu au fil du temps. Donc, dites-nous comment nous pouvons être utiles afin d'atteindre certains de ces objectifs. C'est très utile. Ça permet de recadrer une autre question que nous avions pour vous. Ce groupe se soucie de l'archivage web. Pouvez-vous nous parler de l'archivage du web et du travail traditionnel des collections? Pouvez-vous nous parler des ressemblances, des différences? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre d'un domaine pour l'appliquer dans l'autre domaine? J'aimerais connaître vos idées à cet égard. Je crois que vous percevez les activités de l'Internet Archive dépassent la fonction de collection. Vous regardez les autres fonctions qui ont des analogues dans les bibliothèques, comme les questions d'accès. Tout migre vers le numérique. Nous avons commencé avec l'archivage web, mais tout le reste est important pour que ça fonctionne. C'est une bibliothèque. Donc, construisons une bibliothèque ensemble. Nous pouvons le faire selon les conditions de bibliothèque. Les bibliothèques ont commencé à offrir en sous-traitance des technologies d'accès à des sociétés privées et à des organismes à but non lucratif qui agissent comme des sociétés privées. Nous avons perdu le contrôle. Nous voulons être agiles, nous ne voulons pas dupliquer le travail, mais nous avons perdu quelque chose. Nous devons examiner nos priorités, nous devons penser à nos responsabilités, mais nous voulons offrir des services exceptionnels qui peuvent seulement être offerts par des bibliothèques. Les sociétés privées ne peuvent pas les remplacer. J'ai une expérience avec cette collection de microfiches de l'Université du Michigan qui ont établi des ententes de licence pour que les éditeurs peuvent être les seuls à reproduire ces microfiches. Ils ont abouti avec une belle collection de microfiches, mais les microfiches peuvent durer 500 ans à moins qu'on les jette à la poubelle. Donc, cette société privée faisait le travail de l'université pour créer des dossiers d'archives. Ensuite, cette entreprise a été vendue à Xerox, ensuite Pitney Bowes. Ensuite, c'est devenu ProQuest. Ensuite, les microfiches sont devenus NA Publishing, qui a fait faillite, et la banque essaie de déterminer s'il fallait se défaire de ces microfiches. ProQuest, j'ai demandé, est-ce que ProQuest a numérisé ces microfiches? On m'a répondu non. J'ai demandé pourquoi pas.
C'est probablement parce que c'était une société privée. Les bibliothèques peuvent faire des prêts entre bibliothèques puisqu'elles sont propriétaires. C'était pas possible de renégocier avec les éditeurs. Il n'y avait aucune importance d'un point de vue du secteur privé, mais pour les bibliothèques, c'était absolument nécessaire de protéger ce contenu. Il y a une autre bibliothèque qui a racheté la collection. La collection est maintenant numérisée, va être disponible par prêt entre bibliothèques. Il y aura l'utilisation de l'apprentissage machine. Voici pourquoi je vous explique tout ça. Les sociétés privées ont un point de vue différent que celui des bibliothèques. Nous ne devons pas offrir en sous-traitance toutes nos activités aux sociétés privées. Une seule région ne peut pas être la seule ou la meilleure, que ce soit le droit américain ou le droit d'ailleurs. Nous avons travaillé avec nos différentes législatures. Au Canada, vous avez fait du bon travail dans la réforme du droit d'auteur. Il faut continuer ces efforts. Construisons des régions et des collections qui ne dépendent pas de choses qui échappent à notre contrôle. Très bien. Merci. J'ai l'impression de monopoliser la discussion. Je sais que nous avons d'autres questions de la part des participants. Je vais demander à Corey s'il aimerait présenter une ou deux questions. Merci, Dana. Brewster, il y a une question aussi au sujet du droit d'auteur et l'obstacle que le droit d'auteur pose à numériser tout. Certaines bibliothèques ont le statut e-preferred. Il y a toutes sortes d'enjeux entourant la numérisation de documents protégés par le droit d'auteur. Comment The Internet Archive surmonte cette difficulté? Internet Archive respecte le droit d'auteur, mais on s'attend à ce que The Internet Archive fasse certaines choses, notamment préserver des documents. On s'attend à ce que nous achetions des documents légalement. Nous devons rendre les choses disponibles selon la loi. The Blind and Dyslexic est un exemple pourquoi nous avons commencé à numériser des livres et pourquoi nous numérisons des périodiques, surtout pour les personnes qui ne peuvent pas lire les documents imprimés. Carol Moore avait dit, plus de 7% des nouveaux inscrits à l'Université de Toronto ont de la difficulté à lire les documents imprimés. C'était un nombre effarant. Je me suis dit, c'est l'Université de Toronto. Imaginez s'il y avait des bons services pour les étudiants avant qu'ils arrivent à l'âge d'aller à l'université. Combien d'étudiants de plus on aurait pu accueillir à l'Université de Toronto? Donc, nous voulions rendre nos documents disponibles pour ceux qui ont des grands besoins. Mais je ne pense pas qu'il y a 7% des étudiants qui vont voir le bureau d'aide aux étudiants. Il fallait agir autrement. Nous avons le droit de rendre les documents disponibles. Nous avons la capacité de le faire, faisons-le. Avec le traité de Marrakech, les documents peuvent traverser les frontières plus facilement. Le traité de Marrakech clarifie les choses. Il y a eu des litiges entourant l'apprentissage machine avec des résultats positifs. Il y a des raisons de rendre les documents en forme numérique. L'Internet Archive a été poursuivi en vertu des prêts numériques. Je pense qu'il y a une approche conservatrice quant à avoir un seul lecteur pour un seul document à la fois. Même l'archivage web a connu une certaine controverse. Ensuite, il faut déterminer ce que nous faisons avec les services payants. Je ne pense pas qu'on s'inquiète maintenant de l'archivage d'un site web gratuit. Il faut aussi faire fonctionner les équilibres justes. Les lois ne vont pas être transformées de façon prospective, mais plutôt
en réponse à certains problèmes, donc réactive. Donc, il faut se souvenir de la raison d'être des bibliothèques, ce que les bibliothèques doivent faire. Ce n'est peut-être pas inscrit de façon explicite dans la loi. Chaque fois que les décideurs essaient de créer des lois de façon proactive, elles se trompent parce que les décideurs vont être influencés par des hypothèses qui ne se traduisent pas en réalité. Évidemment, le droit d'auteur est une considération importante dans nos travaux. Nous travaillons conformément à la loi, mais nous devons être les meilleures bibliothèques possibles. Il y a plusieurs choses que nous pouvons faire, que nous devons faire et que nous faisons. Vous affirmez que l'archivage web a déjà été controversé par rapport au droit d'auteur. Comment les choses se sont réglées? Est-ce que la question a fini par disparaître? Est-ce que ce sont les tribunaux qui ont tranché? Je ne pense pas que les tribunaux sont la voie à suivre. Les tribunaux vont créer des solutions catégoriques. Certains éditeurs ont choisi de nous poursuivre, mais je pense que ça génère des solutions encore pires que ce que nous faisons avec le prêt numérique contrôlé. Nous avons fait des compromis et nous avons essayé de trouver des solutions qui plaisent à tout le monde. Mais c'était les éditeurs qui ont choisi la voie de la poursuite. Les choses devraient évoluer selon une pratique communautaire. Il y a une question d'une personne à Vancouver. Il y a une rumeur que près des installations, il y a même un pub. Pouvez-vous nous parler du siège social d'Internet Archive au Canada? C'est sur la rue West Pender. Le siège social est un bel immeuble assez petit. L'immeuble comporte des colonnes. C'est une ancienne banque qui sert de salle de réception pour des mariages, des diffusions de films. Nous voulons que ce soit un emplacement central pour que le monde puisse se réunir. Il y a un bar aussi, mais ce n'est pas seulement des bureaux et un centre de numérisation. Évidemment, l'immobilier est cher au centre-ville de Vancouver, mais nous voulons que le siège social soit un lieu de rencontre pour le libre accès. Venez nous rejoindre pour notre événement en juin et vous pouvez nous intégrer dans vos événements. Et n'hésitez pas à venir nous voir lorsque vous êtes de passage. Alors que nous attendons d'autres questions dans le fil de discussion ou dans la section Q et R, j'ai une question par rapport à la transition d'une approche technique vers une approche communautaire. Pouvez-vous nous expliquer comment l'Internet Archive a évolué au fil du temps? Avec des ingénieurs informaticiens vers une culture communautaire. Les changements d'Internet Archive s'expliquent de passer d'une organisation technique qui a travaillé sur ces documents. La première collection s'est faite avec l'institution Smithsonian. Les sites web, les campagnes électorales aux États-Unis, le Smithsonian a pensé que ce serait intéressant d'archiver cette information, que ça pouvait représenter les autocollants de pare-chocs pour la prochaine génération. Le Smithsonian Institute nous a créé une lettre affirmant l'importance qu'ils voyaient dans notre travail. La Library of Congress a décidé de se joindre en 2000 pour commanditer la numérisation et la collecte de l'archive web entourant
les élections de 2000. Donc, ça démarrait toujours sous forme de collaboration. Il y a eu un grand changement 5 ou 6 ans plus tard, lorsque nous avons commencé à essayer d'avoir un plus grand nombre de petites organisations à participer. Qu'il s'agisse de bibliothèques nationales, des bibliothèques universitaires qui devaient faire leurs propres travaux. Nous donnions les logiciels, mais ils étaient trop compliqués à utiliser. Les personnes vont prendre nos logiciels et créer leur propre collection. En travaillant ensemble, nous pouvons améliorer les outils et les collections peuvent être intégrées de façon intéressante. Il y a 5 ou 6 ans, nous avons commencé à passer non seulement de services pour les autres bibliothèques, mais d'intégrer les fonctions de bibliothèque dans l'Internet Archive avec le financement. Une bonne source du financement se fait par les dons et les subventions pour que l'Internet Archive devienne la bibliothèque de l'Internet. Nous voulions le faire, mais de façon respectueuse, pour ne pas être la bibliothèque qui finit par prendre le dessus sur toutes les autres bibliothèques. Nous préférions la collaboration en bibliothèque. Il y a plus de 1000 bibliothèques qui ont soumis des monographies qui ont été numérisées et qui font partie de la collection. Il y a 900 ouvrages dans la collecte web. Est-ce que nous pouvons avoir un système décentralisé de bibliothèques selon les outils, les techniques et les collections au Canada, aux États-Unis, avec différentes universités, différentes collections? Est-ce que c'est possible d'avoir le meilleur des deux mondes dans la centralisation et la décentralisation? Si nous gardons le cap sur les bons objectifs et nous ne devons pas avoir. J'ai une autre question. Il y avait beaucoup d'enjeux avec le prêt numérique contrôlé, mais quelles sont aussi les résistances qui viennent des bibliothèques, mis à part les difficultés que vous avez avec les éditeurs? Nous avons bien travaillé avec les éditeurs. Les éditeurs ont choisi la voie de la poursuite durant une pandémie. Bon, c'est peut-être quelque chose qui s'inscrit dans les mauvais comportements que nous avons constatés en 2020. C'est peut-être une anomalie. Peut-être qu'avec la forte croissance des éditeurs, les éditeurs pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, que ce soit des éditeurs universitaires ou des grandes maisons d'édition à la Murdoch. C'est grand. Mais pour le système des bibliothèques, j'étais surpris. Certains systèmes ont été conçus pour fonctionner avec les autres systèmes, d'autres non. Avec les efforts de numérisation, on essaie encore de déterminer si ça vaut la peine que les choses fonctionnent bien ensemble. Je m'excuse, il y a du bruit de fond. Je m'en excuse. Ça fait partie des défis d'avoir un bureau à la maison. Comment fonctionner ensemble? Comment faire en sorte d'avoir la robustesse d'un système distribué? Ce matin, quelqu'un a fait remarquer qu'une grande université au Royaume-Uni est en train de numériser une collection de journaux, mais ne la rendait pas accessible, même si le contenu n'était pas protégé par droit d'auteur. Je pense que cette réticence est liée aux abus que nous avons constatés lorsque les choses étaient rendues disponibles. Je crois qu'il faut travailler en plus étroite collaboration pour que toutes les bibliothèques deviennent numériques. Avec le coup de baguette magique, les collections peuvent être numérisées. Les nouvelles collections viennent en format numérique d'origine. Et vous allez pouvoir récupérer les exemplaires physiques. Si vous ne le voulez pas, bien tant pis. Avec un petabyte, c'est pas
si complexe et un pétaoctet, c'est très important, mais il ne faut pas penser à l'époque des grands serveurs où il faut tout offrir en sous-traitance, mais peut-être qu'on peut penser à avoir des centres de super matériel informatique. Le Canada est une bonne région où commencer puisqu'il y a moins de grands intérêts comme aux États-Unis, ce qui offre plus d'indépendance. L'Internet Archive Canada aimerait aider ces discussions pour tout numériser. Rendons les collections numériques très bonnes par la numérisation aussi avec des documents qui sont en format numérique au départ. Il faut solidifier les enjeux de propriété afin de pouvoir avoir des bonnes collections. L'idée d'avoir des collections, de s'abonner à des collections et d'avoir des frais, mais de ne pas avoir les documents qui sont peut-être disponibles quelque part, mais est-ce que c'est suffisant? Non. Rêvons un peu. Essayons de trouver un système bibliothécaire canadien qui a un bon prêt entre bibliothèques. Les lois sont là pour aider. C'est un peu comme comment nous fonctionnions dans le monde de l'imprimé et essayons d'appliquer certains de ces concepts à l'ère numérique. Merci, Brewster. C'est bien d'avoir de l'optimisme. Nous avons passé à travers les questions dans le fil de discussion, les questions dans la section QR. Vous pouvez aussi inviter les participants à activer leur micro. J'ai une ou deux questions. C'est une bonne question pour conclure, mais juste avant, j'ai une question qui fait du pouce sur la question de Suzanne sur le droit d'auteur. C'est une question de droit d'information différent. Lorsque vous parlez de tout numériser, Brewster, nous avons des discussions continues par rapport aux connaissances autochtones et des bonnes approches et la bonne intendance quant au savoir autochtone. Pouvez-vous nous partager vos idées, comment l'Internet Archive intervient lorsqu'il est question de contenu autochtone? Je pense que c'est une interaction, c'est un aller-retour. Il faut devenir à l'aise avec certaines choses et avoir l'impression qu'il n'y aura pas d'abus. La réponse, c'est pas toujours l'ouverture complète et le téléchargement intégral. Certaines informations devraient être seulement disponibles à certaines communautés. Les archives personnelles devraient seulement être disponibles après un certain temps. Il y a les archives personnelles aussi, un domaine très intéressant. Il y a tous les enjeux de droit que vous pouvez imaginer. Imaginez si vous rendiez disponible vos journaux intimes ou tous vos courriels. Peut-être vous dire, ouais, après un certain temps, pour certaines utilisations, différents types d'accès sont convenables. C'est une évolution alors que tout le monde s'ajuste. Mais les plus jeunes s'attendent à un plus grand accès à leurs documents afin de pouvoir réaliser leurs travaux. Et les aspects de moissonnage de données peuvent être permis. Mais la republication ne sera peut-être pas permise. Il faut faire la distinction d'accès de bibliothèque jusqu'à la publication. Nous n'avons pas besoin de tous les droits de publication pour mettre les choses disponibles dans une bibliothèque. Si nous travaillons seulement dans les choses du domaine public, nous n'allons pas avoir une très bonne bibliothèque. Ainsi, comment faire cette transition pour avoir un certain niveau d'accès, mais pas comme plateforme de publication. C'est un enjeu lorsque les personnes téléversent du contenu offensant.
tout comme des chefs de culte veulent partager des discours offensants. Vous ne voulez pas que ce soit diffusé, mais vous ne voulez pas le supprimer. Comment les bibliothèques peuvent jouer ce rôle? Qui peut choisir le niveau d'accès? Auparavant, ce travail se faisait dans le contrôle des personnes qui côtoient la bibliothèque. Mais comment faire ce travail en ligne? Ces questions vont survenir. Il faut écouter, faire des essais, y aller étape par étape. Il faut créer des bonnes collections de tout, même si ce n'est pas tout qui peut être rendu disponible à tout le monde, à tout moment, dans toutes les façons imaginables, de façon aussi instantanée. Nous avons une question de suivi. Une question dans la section Q&A. Quand je travaille avec mes collègues archivistes, ils parlent de l'importance de l'accès. Vous faites la distinction entre la numérisation et l'accès à ce contenu. Pouvez-vous nous parler du contexte de ces dossiers électroniques? Je pense que les métadonnées sont cruciales. Il faut en offrir pour que les personnes comprennent le type de contenu. C'est un peu comme une vidéo YouTube avec l'information contextuelle, mais est-ce que ça peut être intégré? Est-ce que c'est possible de créer des annotations avec les personnes puissent comprendre que le contenu est controversé? Même dans la Wayback Machine, on met de l'information contextuelle. Et s'il y a des choses qui ont peut-être été démystifiées, peut-être que nous pouvons mettre une bannière qui donne l'information contextuelle afin de pouvoir donner plus d'informations. L'information circule si rapidement sur Internet et sont considérées vraies par certains groupes, mais nous en savons plus. Nous sommes encore en train d'apprendre à intégrer de l'information contextuelle. Les données et les métadonnées doivent rester connectés. Si les deux sont séparés dans une base de données ici, une autre là-bas, ces deux éléments ne seront peut-être jamais rassemblés. Dans les copies que The Internet Archive rend disponibles à l'Université de Victoria, il y a tous les commentaires et toutes les critiques. Je pense qu'une bonne définition de notre rôle de bibliothèque, c'est d'offrir du contexte pour le raz-de-marée d'informations qui viennent de perspectives biaisées. Est-ce que nous pouvons aider les personnes à comprendre ce qu'elles voient? Merci, c'est très utile. La séance approche à sa fin. Nous pouvons prendre une dernière question qui va nous aider à nous positionner pour nos discussions demain. En tant que partenaire d'organisations comme la nôtre, vous avez été dans une position pour regarder le développement des communautés de pratique. Vous avez travaillé avec elles. Selon vous, quels sont les marqueurs de réussite des communautés de pratique? Qu'est-ce qui a aidé certains milieux à s'épanouir et d'autres à échouer? J'ai lu ce livre de Diana Markham et Roger DeThica sur l'entente Google Book. C'était des défenseurs de cette décision. Diana Markham travaillait à la Bibliothèque du Congrès. La première partie de l'ouvrage explique comment les bibliothèques ont pris un certain temps à trouver une façon de collaborer.
C'est peut-être lié à notre structure de financement, la structure de notre domaine. Malheureusement, les bibliothèques ne fonctionnent pas très bien ensemble. La collaboration n'est pas idéale. Est-ce que c'est possible pour les bibliothèques de créer des outils ensemble? Si The Internet Archive peut aider à cet égard, tant mieux. Catherine Falls est notre personne ressource sur les communautés web. Elle est toujours disponible. Essayez de trouver des requêtes et des idées. Lancez des idées. Et je vais faire en sorte de dire oui. Peut-être qu'on peut faire tous les documents du gouvernement canadien. Pourquoi pas? Pourquoi pas créer des ensembles de données, euh, des ensembles de données avec lesquels ce serait intéressant de faire des tests. On peut commencer 2022 avec une attitude de dire oui à tout. Nous pouvons créer une nouvelle structure de collaboration dans cette ère numérique. Alors que les communautés de pratique tiennent des bons propos, mais est-ce qu'ensuite nous transformons la façon dont nous faisons les choses? Est-ce que nous pouvons créer des établissements avec les bons incitatifs afin de partager, d'évoluer? J'aimerais vous mobiliser le plus possible à partir de l'Internet Archive, mais je pense que l'Internet Archive Canada sera le partenaire de choix pour vous aider au cours des prochaines années. Je n'ai pas toutes les solutions, mais vous avez peut-être les bonnes demandes, vous avez peut-être les bonnes composantes. Il faut créer quelque chose de significatif. Plusieurs personnes se tournent vers ces ressources à un rythme effarant. Il y a les millions d'utilisateurs de l'Internet Archive. Les personnes veulent ces vieilles choses qui ne sont pas disponibles dans vos établissements. Les chercheurs non affiliés, les contributeurs de Wikipédia, les étudiants et les professeurs universitaires. Comment pouvons-nous prendre leurs ensembles de données qui sont numériques au départ? Comment prendre des sites web, des anciens projets de recherche qui veulent évoluer? Comment archiver ça pour que ce soit un site web fonctionnel, pas seulement des images du site web? Est-ce que c'est possible de prendre les pratiques de recherche et de les mettre sur nos tablettes et de les soutenir au fil du temps? Ou est-ce qu'on s'inscrit pour quelque chose qui est beaucoup trop difficile? Je féliciterais Cornell qui a repris Archives with an Axe pour que ce soit plus facile à gérer. De la même façon que nous avons servi leurs articles, est-ce que nous pouvons servir leur site web? Voilà les défis que le milieu universitaire pourrait chercher à surmonter. Nous devons aussi essayer de trouver des personnes qui s'intéressent à utiliser nos collections de façon plus efficace. Merci, Brewster. Vous nous avez donné beaucoup de contexte pour le travail que nous menons. Vous nous avez bien préparés pour les différentes choses auxquelles nous allons réfléchir. Au nom de tout le monde, j'aimerais vous remercier. Merci, Dana, et merci à l'ABRC d'avoir soulevé ces enjeux de politique. J'étais honoré de recevoir un prix de l'ABRC il y a environ 10 ans. Le temps est opportun, il y a du financement disponible. Essayons de rendre les choses plus simples. Parfait, merci. Je pense que je peux maintenant lever la séance. Demain, nous allons nous réunir à 10 heures, heure du Pacifique, 13 heures, heure de l'Est. Vous